de notre conférence pour parler du chaînon manquant du marketing agile, le Lean Startup, avec le coach agile, Monsieur Raouf Abrougui. Bonjour tout le monde, je déteste les micros. Est-ce qu'on fait un petit test, j'essaie de parler sans micro. Si vous m'entendez pas bien, je reprends le micro. Je vais essayer de parler fort, ça va, tout le monde m'entend? Oui? Oui? Ok. C'est pas évident pour moi de parler, surtout après Pablo, il est où Pablo? Pablo est là. Pablo était mon mentor dans l'agile, c'est la première personne qui m'a fait les formations agile, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai demandé de participer à cet événement. Voilà, finalement, de tout ce qu'il a parlé, on va reprendre, je vais peut-être me répéter sur certains aspects, parce que quand je dis que le Lean Startup, pour moi, c'est le chaînon manquant de l'agilité, c'est qu'il y a plein de principes qui reviennent. Je suis coach agile, je travaille sur la transformation d'organisation, un peu comme tous les coachs d'ailleurs que vous allez voir aujourd'hui. Et on s'aperçoit, voilà, c'est vraiment pas facile. Alors, Pablo disait qu'il y a à peu près un tiers qui réussissent. Moi j'ai vu des statistiques qui parlent d'à peu près 50% qui réussissent. Après, il faut se mettre d'accord sur ce que veut dire la réussite des transformations agiles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment difficile. On fait face à une résistance culturelle, oui, très forte, et c'est une résistance essentiellement culturelle. Okay, ayant donc aidé à transformer des équipes de développement produit, sur les équipes vraiment de développement, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment plutôt preneurs. Très rapidement, quand on va mettre du Scrum dans des équipes donc de développement produit, ils sont preneurs, ils apprécient, et puis je dirais même qu'au bout d'un certain temps, s'ils retournent dans une équipe, donc s'ils vont dans une équipe qui travaille, qui n'est pas en Scrum, qui est plutôt cyclantée, ils ont beaucoup de difficultés à faire ce retour-là. Ils s'en plaignent beaucoup et ils finissent par quitter les projets très rapidement. Voilà, donc dans les transformations que j'ai fait, là où je ressens aujourd'hui, enfin, il y a un gros challenge à faire, c'est dans les équipes marketing. Le marketing est très résistant au changement et à l'agilité. Je réussis quand même à ramener quelques-uns dans l'agilité parce qu'on n'a pas le choix. S'ils développent des produits, on parle de product owner, on parle de principe, donc de faire des ateliers avec les clients, etc. On va en discuter parce que le client, ou bien les clients, ceux qui vont utiliser le produit, on les remet au centre vraiment de ce qu'on produit, au centre de ce qu'on produit. Voilà, donc je réussis à les ramener, je réussis à les faire participer avec des équipes Scrum, mais on sent que c'est pas facile. Et plus grave que ça, ce qui m'inquiète, moi, personnellement, c'est que sur tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, de transformation, souvent il y a des produits sur lesquels il y a des investissements des investissements lourds de plusieurs millions d'euros. Et le résultat, au bout de ça, n'est pas génial. Il y a quelques petits clients qui s'inscrivent, qui viennent, etc. Mais on ne sent pas que... Alors, entre autres, la dernière mission que j'ai faite, c'était chez SFR, Business Team. C'est l'équivalent, c'est le deuxième opérateur téléphonique en France. Et donc j'ai travaillé sur la transformation des équipes cloud. Donc ils faisaient tout ce qui était en rapport avec le cloud. Et donc les équipes cloud de SFR, leur concurrent c'est Amazon, Google, OVH qui est un peu plus petit mais qui réussit très bien en France. Voilà, donc ils ont des concurrents devant eux qui sont vraiment solides et agiles, surtout. Et donc voilà, on a beaucoup de résistance et cette présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est pour parler un peu de Lean Startup. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail du Lean Startup parce que, après on pourra en parler si vous voulez. Il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de livres qui parlent du sujet. Voilà, donc je vais effleurer le sujet, je veux juste que vous sachiez que le Lean Startup existe. C'est mon seul objectif aujourd'hui. Et puis vous me poserez des questions par la suite si vous voulez. Donc, je vais commencer par une simple question, je ne cherche pas une réponse, je veux juste poser la question ouvertement à tout le monde, parce que souvent je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de grands moyens pour développer un produit qui réussit? Quand je dis réussit, un produit qui réussit, je parle d'un produit qui réussit au niveau mondial, qui est vraiment beaucoup
de clients adhèrent, on sent vraiment qu'il répond à un besoin. Pourquoi je me pose cette question-là? Parce que souvent on dit, bon ben, si on prend un Tunisie, donc je me pose la question, pourquoi en Tunisie, par exemple, on ne réussit pas à faire des success stories à la, je sais pas, à la Google, à la Facebook, etc. Est-ce que c'est juste une question de moyens? Je me pose la question. Sachant que des Google, des Facebook, ils ont commencé, c'était des petites équipes de rien du tout. Hein, c'était pas, il y avait, derrière Facebook, il n'y a pas eu de gros moyens au début. Hein. Google non plus, enfin c'est un algorithme, là, il y a un peu de génie, on est d'accord, mais voilà, en termes de moyens, je ne sais pas, pour moi c'est une grosse question. Voilà, je vais commencer par parler, d'agilité, parce que, alors, qui a déjà travaillé sur des projets agiles? Okay. Qui a travaillé sur des projets Scrum? Okay. Qui est capable de me dire qu'est-ce que l'agilité? Ouais. Ben, c'est vrai que voilà, je vous ai dit, je travaille sur de la transformation. On peut en parler ici. Ça, donc, ça fait mis à part les coachs. J'étais surpris d'ailleurs, j'ai un ami ici, le coach Julien, qui est là, qui m'a fait la belle surprise d'être là, je ne m'attendais pas du tout. Oui. Une réponse passeport d'agilité, on peut la considérer comme l'adaptation à un environnement une sorte de développement agile, c'est ça? Agile, c'est s'adapter à l'environnement. S'adapter à l'environnement. Oui, ça en fait partie. Une autre réponse? Oui. Être rapide et efficace. Oui. Efficient et efficace. Être capable de faire quelque chose de qualité, mais toujours avec de la rapidité, optimisation, etc. Oui, quoi d'autre? Gérer le contexte plutôt que gérer les ressources. Gérer le contexte plutôt que gérer les ressources. De quelles ressources on parle? Une organisation qui est plutôt plate, où le pouvoir décisionnaire est aplati, et du coup, les décisions se prennent beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Petite anecdote par rapport à ça. Sur une des équipes pour lesquelles je travaille sur le changement, on avait besoin d'un développeur. Un développeur précis, on avait identifié le développeur. Donc là, on est dans une grande organisation, très gros. Et le développeur, on le voulait pour une mission de 3 mois. Donc on le voulait juste pour 3 mois, il devait venir travailler pendant 3 mois. C'était un développeur donc, avec des compétences précises, sauf qu'il ne faisait pas partie d'une boîte qui était référencée dans l'organisation dans laquelle je vais en tant que coach. Donc le projet était de 3 mois. Pour réussir à avoir la personne, le DG a dû signer, on a dû attendre, c'était 4 ou 5 mois pour réussir à avoir la personne pour 3 mois. La lourdeur était phénoménale. Et ça, c'est pas agile du tout. Alors, on a réussi à agiliser un peu les équipes d'aide, mais en termes d'organisation, agiliser toute une organisation, si je prends juste SFR comme exemple, ça va prendre, je pense, beaucoup de temps. On parle de l'horizon de 2018, 2030, tu me parlais hier. Voilà. Pardon? Il y a 2000 jamais. Oui, peut-être. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé de la main? Oui? Changer l'architecture de l'équipe, orienter vers l'amitié. Orienté vers Un peu d'amitié entre améliorer l'ambiance, oui, très important. C'est-à-dire quand on dit que l'agilité qui est culture, justement, l'humain doit être au centre. On remet l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Et trouver justement, il parlait tout à l'heure, Pablo parlait de motivation, d'invitation, etc., que les gens soient motivés. On le cherche. Et voilà, encore une fois, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais trouver une équipe, vraiment, avoir une équipe qui est motivée, qui va avoir beaucoup plus de plaisir à aller au travail, justement, le matin, qu'une équipe qui subit la longueur de la journée, effectivement. Oui? Produire plus avec Produire, rapidement. alors, on parle d'optimisation. Produire plus. Alors, ça me fait peur, moi, parce que là, on parle un peu de... C'est les principes du Lean aussi, hein. Le produire plus. Moi, ce qui me fait peur, c'est vrai que ça fait partie des principes, mais il faut toujours garder, revenir à la base et ne pas juste... Ce qui me fait peur dans ce que vous venez de dire, c'est que on remarque que les patrons utilisent beaucoup l'agilité et le Lean pour faire exactement juste ce que vous dites. Donc, juste optimiser. Alors que dans les principes, dans les valeurs et les principes du Lean, on parle beaucoup de... Enfin, c'est vraiment du win-win, c'est-à-dire que tout le monde doit y gagner.
S'il n'y a qu'une seule personne qui gagne, qui est le patron, ou l'organisation, il y a un problème quelque part. Donc, effectivement, ça en fait partie, mais il faut faire attention à cet aspect-là de l'agilité ou du lean. J'aime bien, oui, vas-y. Bien faire les choses, Oui, faire les bonnes choses oui, et apprendre. tout à fait. Apprendre, apprendre, apprendre. Hier, je discutais encore une fois avec Pablo, il me sortait des références, des trucs, etc. Et je me disais, qu'est-ce qu'il me reste encore à apprendre? C'est incroyable. C'est vrai, on apprend tout le temps. Apprendre, apprendre, apprendre. Et donc, la fameuse route de Deming, je ne sais pas si vous connaissez, le PDCA, donc Plan Do Check Act, qui est appliqué dans le lean, mais à la mode chinoise, pas juste pour optimiser, justement. L'amélioration continue est juste fondamentale. Dans le Scrum aussi, d'ailleurs, enfin, dans les principes agiles. D'ailleurs, c'est un des principes agiles, hein, de continuer à s'améliorer tout le temps. Alors, merci pour vos... Oui, vas-y. Juste pour réfléchir un petit peu les idées, moi je pense, je veux juste éliminer l'idée, c'est que pour moi, je confonds l'agilité à l'amélioration continue qui amène à la qualité. Bon, c'est deux concepts que... En fait, ce qu'on remarque sur des équipes agiles, c'est que la qualité monte en flèche. C'est ce encore une fois, quand je parle d'équipe agile, c'est agile dans le bon sens, parce que j'ai vu des expériences agiles où, encore une fois, le patron faisait à peu près ce qu'il voulait, juste pour ses intérêts à lui. Et là, ça ne sera peut-être pas le cas. Mais dans les équipes agiles où vraiment on gère bien l'agilité, sur des coachs vraiment qui forment bien, qui pilotent bien leur coaching du moins, donc ils essaient d'avoir... de mettre de l'agilité de façon transverse, etc., de prendre les bons principes, les bonnes valeurs, mettre du Scrum et en bonne et due forme, parce qu'il y a plein de principes qu'on remet en question quand on fait du Scrum. Mais si on l'applique bien, on voit que la qualité vraiment monte en flèche. Si je reprends Scrum, moi je viens d'un monde où on faisait du CM, d'ailleurs comme Pablo, j'ai fait du CMMI dans ma vie, j'ai fait du PMI. Qui connaît PMI? PMI. J'ai fait du PMI, et puis monsieur Pablo m'a fait découvrir l'agilité. J'ai adhéré tout de suite. Pourquoi j'ai adhéré? Beaucoup de gens pensent que l'agilité, c'est chacun fait à peu près ce qu'il veut, et voilà. Pas du tout. C'est très structuré. C'est hyper structurant. Structuré et structurant. Et quand on dit structuré et structurant, on remet, en fait, le Scrum, par exemple, réussit. L'XP aussi. D'ailleurs, le Scrum, on se base beaucoup sur l'XP et le Scrum pour faire de l'agilité dans des équipes de dev. Ils ont réussi avec des frameworks, hein, c'est juste des outils, ils ont réussi à remettre l'essence même de ce qu'il faut qu'on fasse en votre projet, sans que les patrons disent oui mais non, mais on n'a pas le temps pour ça. Par exemple, la planification. Je connais aucune méthode, plutôt framework que méthode, il y en a, mais je connais aucun framework qui réussit à faire aux équipes autant de planification que le Scrum. Sur des sprints de 2 semaines, vous savez peut-être pas c'est quoi des sprints, c'est des itérations de 2 semaines, on est obligé de faire 4 heures, à peu près 4 heures de planification. Si on met ça sur un projet de 6 mois, on commence à percevoir que c'est conséquent. Donc ce que réussissent à faire les frameworks agiles et les méthodes agiles, ils réussissent vraiment à remettre au centre de nos activités ce qu'il faut faire finalement, la qualité. La planification. Pourquoi on fait de la planification? Pourquoi on fait de la gestion de risque? Alors, le Scrum ne parle pas trop de gestion de risque, il dit juste que les risques diminuent très rapidement. Mais pourquoi on fait de la gestion de risque? Pourquoi on fait de la planification? C'est tout simplement pour s'inscrire dans une démarche proactive. Et aujourd'hui, 90% des équipes, en plus, hein, je vais être donc gentil, 90% des équipes avec qui je travaille sont réactifs. Ils ne réagissent qu'aux problèmes qu'ils ont. J'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Et pourquoi on n'a pas prévu ce problème-là avant? Voilà. Donc c'est ce que réussit à faire un peu l'agilité, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment structuré et structurant. On passe pas notre temps à planifier. Il faut planifier. On peut planifier toujours. Si, attention. Sur un projet qui a 10 sprints, donc 10 itérations de 2 semaines, on va replanifier, enfin pas replanifier la même chose, mais on va planifier pendant 4 heures à chaque 2 semaines. En plus de la planification de release, etc. Bon, là, on va rentrer dans des détails de Scrum ou
Ouais, surtout de Scrum, mais bon. Donc voilà, il y a vraiment la planification est mise au centre. On replanifie, on revoit, on refait l'estimation de complexité s'il le faut, etc. Donc voilà. C'est juste pour dire que c'est structuré et structurant. Finalement, qu'est-ce que l'agilité? Pablo en avait parlé, l'agilité, donc, c'est 4 valeurs, 12 principes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des principes, parce que ce n'est pas l'objet de la de cet atelier, parce que je vais faire des ateliers, je préfère des ateliers. Mais ce n'est pas l'objet de cette présentation, merci. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. L'objet de cette présentation, c'est de vous dire, voilà, ça existe, allez les voir. Le manifeste agile, c'est 17 personnes qui se sont mis dans les années 2000 à peu près, 2000-2001, ils se sont mis autour d'une table et ils se sont dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont sorti le fameux manifeste agile. Le manifeste agile, c'est 4 valeurs, non, et 12 principes. Quand on dit le manifeste agile, ça nous prend 2-3 minutes à le lire. Mais bon courage pour le mettre en place chez vous. C'est extrêmement complexe. Je vais juste voir avec vous les valeurs agiles. Alors, ce que disent les valeurs agiles. Les individus et leur interaction, plutôt que les processus et outils. Et Dieu sait que les processus et outils, quand on va dans une organisation qui est conséquente, c'est sûr que si on est dans une start-up, une petite boîte où il y a 4-5 personnes, ça va encore. Mais quand on tombe dans une organisation où il y a 2000, 3000, 4000 personnes, on s'aperçoit que finalement, ce qui prime dans ces organisations-là, ce sont les outils et les processus. On nous oblige à passer par des processus. Et juste le petit exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est l'exemple du gars qu'on voulait prendre. Si ça nous a pris 4 mois pour un développement de 3 mois, c'est justement parce qu'il fallait qu'on passe par tous les processus organisationnels. Il fallait la validation, je ne sais pas trop quoi, etc. Voilà. Donc là, ce qu'on dit, les valeurs agiles, finalement, ce qu'elles disent, c'est il vaut plus. Voilà, les individus et leur interaction, les échanges, etc., sont beaucoup plus importants que les processus et les outils. Petite parenthèse, c'est que quand on dit que c'est plus important, ça ne veut pas dire que les processus et les outils ne sont pas importants. C'est pas ce qu'on dit. On dit juste que l'un prime sur l'autre. C'est très différent. Ensuite, logiciel opérationnel, plutôt que documentation. Et là, encore une fois, quand j'introduis les valeurs agiles, on me dit oui, mais attends, la documentation, c'est important. Ou j'entends parfois des gens me dire ah ben nous on est agile, on ne documente pas. Enfin, moi pour avoir vu, quand on est agile, on documente, et on documente beaucoup même. Différemment, par contre. On ne va pas attendre qu'on ait pondu des spécifications de 500 pages pour commencer à développer. Mais par contre, il y aura de la documentation sous forme d'épiques, de user story, etc. Voilà, c'est juste la forme et la façon de faire qui change, et non pas le fait qu'il n'y ait pas de documentation. Donc la documentation est importante. Et encore une fois, ce qui prime sur la documentation, c'est que le logiciel marche. Et je vais prendre un autre exemple. En Tunisie, j'ai commencé à aller sur un projet de refonte SI Assurance, qui avait commencé, c'était en Tunisie, qui avait commencé en 2000. Je suis arrivé sur le projet en 2007-2008. Il y avait tous les grands qui étaient venus, Atos, etc. Ils sont revenus sur le projet, chacun a travaillé pendant 1 an ou 2, et hop, pour X raisons, ils partaient. Ça finissait pas, ça aboutissait pas. Quand je suis arrivé moi, donc j'avais quelques gigs de documentation, mais en termes de logiciel opérationnel, 0. Quelle était la valeur de tous ces gigs de documentation pour la refonte SI Assurance? 0. Parce que finalement, à chaque fois qu'on en est arrivé, il fallait qu'on refasse les interviews, etc. Bon, il fallait le faire différemment, c'est tout. Mais il fallait de toutes les façons les refaire. Je ne pouvais pas prendre la doc, taper quelques gigs de doc, et puis après commencer à dire, ok, c'est bon, les équipes vous développez. Donc il fallait tout reprendre de toutes les façons. Donc la valeur de tout ce qui avait été produit, c'était 0. Et c'est dans ce sens-là où on dit le logiciel opérationnel plutôt que la documentation. Alors, la collaboration, plutôt que la négociation. Là, on parle de clients surtout. Et Dieu sait que c'est pas facile, parce que dès qu'on est dans un contrat au forfait, on a tendance à remettre le nez directement dans le contrat dès que le client nous demande quelque chose. Et le client, si on lui dit finalement on a fini plus tôt que prévu, il va vouloir utiliser la porte pour rentrer et puis profiter de l'occasion pour nous faire plus de choses. Donc ce qu'on essaye de faire par la collaboration, enfin plutôt que la négociation, c'est vraiment de s'inscrire dans une logique de confiance. On va travailler ensemble, on va collaborer ensemble, on va essayer
de travailler dans une logique de confiance, de transparence, etc. Enfin, il y a plein de principes qui viennent derrière. Et voilà, donc la collaboration plutôt que la négociation. Et dernière valeur, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Et ça rejoint un peu le Lean Startup. Parce que c'est bien de faire des plans, c'est bien de prévoir. Mais que ce soit un projet, que ce soit dans notre vie, que ce soit n'importe où, tout évolue. Ça évolue, ça change, ça. Donc si à un moment on voit que ça évolue et qu'on va droit vers un mur, et qu'on continue quand même à aller, parce que le plan disait qu'il fallait qu'on aille tout droit. C'est ce que dit cette valeur, c'est de dire il va falloir qu'on s'adapte au changement plutôt que suivre un plan. Et l'adaptation au changement est vitale pour des entreprises. Pourquoi je dis vitale pour des entreprises? Parce qu'il y a certaines entreprises il y a certaines personnes qui croient que leur entreprise, elle va rester forte pendant longtemps. Et je donne l'exemple de Kodak. Qui se souvient de Kodak? Kodak, c'était le monstre de la photo. Kodak aujourd'hui ferme ses portes. C'était un multinational, mais de ouf, quoi. Et voilà, ils sont en train de fermer les portes. Qui se souvient, il y a juste, je ne sais pas, 10-15 ans, ce que valait un petit Nokia, aujourd'hui il ne vaudrait même pas presque 20 ou 20 dinars. Les petits Nokia, moi je me rappelle mon père en avait un, j'étais là, un petit Nokia, c'est magnifique. C'était les grands, enfin c'était les téléphones, ça avait presque encore plus de valeur qu'un Samsung aujourd'hui. Parce que celui qui avait un portable c'était nouveau, etc. Donc voilà, c'était quelque chose. Aujourd'hui, Nokia a vendu ses la partie du moins de téléphone à Microsoft. Donc ceux qui ne savent pas, dans ce monde aujourd'hui, qui est en train de devenir plus petit, qui est en train de devenir, avec les moyens de communication qu'on a, etc., les canaux de distribution qu'on a, etc., ceux qui ne savent pas changer, s'adapter, crèvent un jour l'autre. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir les 12 principes, allez-y, vous tapez sur Google le manifeste agile, et vous allez l'avoir dans toutes les langues, je pense, possibles. Après la mise en œuvre, c'est notre histoire. Donc finalement, l'agilité, ce n'est ni une méthode, ce n'est pas une méthode. Il y a des méthodes dites agiles, mais l'agilité en soi, ce n'est pas une méthode. L'agilité, c'est une culture. Je vous l'ai dit au début, je vous le redis là, l'agilité, c'est une culture. Et quand on parle de culture, finalement, de quoi on parle? On est en train de dire dans une organisation, la culture de l'organisation, elle va définir finalement le comment. Comment travailler, comment collaborer, comment interagir ensemble, quelle démarche on va utiliser, etc. pour un but ou un objectif. C'est de réussir. C'est l'objectif. Voilà, quand on parle de culture d'entreprise, c'est ce que ça manifeste. Et oui, il faut se poser la question, ces 17 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont sorti le manifeste agile, pourquoi ils sont venus ensemble et ont sorti le manifeste agile? Quelles ont été les raisons? Qui ose se... Pourquoi est-ce que 17 personnes qui avaient de gros projets, entre parenthèses, entre autres, il y a le gars qui a créé Wikipédia, il y avait les créateurs du Scrum, ils avaient de gros projets, ils étaient déjà sur de gros projets. Pourquoi ils ont pris la peine de s'asseoir ensemble et de se dire bon, il faut qu'on fasse un manifeste agile? Les échecs. Des échecs. Exactement. Qui connaît encore une fois, à part les coachs, qui connaît le rapport Chaos? Le rapport Chaos? Personne? Alors, le rapport Chaos, le premier, si je ne me trompe pas, il est sorti en 1994. Et voici ce que disait le rapport Chaos. C'était sur les projets informatiques. Et le rapport Chaos disait qu'en 1994, uniquement 16% des projets étaient qualifiés de succès. Le reste, c'était soit mitigé, soit échec. Alors après, il y a toutes sortes de discussions autour du rapport Chaos, comment ils ont fait leur étude, etc. Quel que soit, il y a quand même un fort taux d'échec. C'est vrai que le fort taux d'échec, c'est sur des projets qui sont quand même conséquents, qui sont assez grands. Okay, c'est pas sur des petits projets d'une semaine ou deux. Voilà. Donc, ça sort tous les 2 ans. On a un rapport qui sort tous les 2 ans. En 2010, on voit que ça s'est amélioré un peu, 34%. Mais voilà, donc ces personnes-là se sont dit, ça va mal, il faut qu'on s'assoie ensemble.
faut qu'on discute, parce que nous, nos projets en informatique, c'était tous des gens qui étaient sur du développement de produits, ils se sont dit, il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Sur le rapport Chaos, autre statistique un peu inquiétante, c'est qu'on dit que finalement, 64% de ce qu'on fait est peu ou pas utilisé. Ça veut dire que quand vous travaillez, disons, allez, sur un an, vous allez travailler 200 jours, eh ben, sur les 200 jours, il y a à peu près 80 jours qui valent vraiment la peine. C'est ce qu'on dit, 90 jours. Et donc, voilà, ces personnes-là qui sont assises se sont dit, écoutez, nous, de toute façon, voilà, chacun de notre côté, on a mis en place plus ou moins de méthodes ou de façons de faire pour essayer d'améliorer les choses. Ils ont sorti le manifeste agile, mais déjà, ils avaient, enfin, pour certains d'entre eux, ils avaient déjà travaillé sur des méthodologies, ou plutôt des outils ou des frameworks, qu'on peut aujourd'hui qualifier d'agile. Entre autres, le Scrum. Le Scrum est sorti en 95-96, à peu près. Le Kanban, alors là, c'est beaucoup plus vieux. Enfin, est-ce que Kanban, c'est agile? Non. C'est plutôt Lean, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est des grosses discussions. Les TDD. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de BDD. Qui connaît le BDD? Le Behavior Driven Development, c'est une façon tout simplement de faire des spécifications avec plus ou moins un langage naturel qui permettent après de générer des tests derrière. Donc c'est encore une fois, on parlait de qualité tout à l'heure. Voilà, on y est là, on parle de... C'est pour générer encore plus de qualité. Voilà, les résultats finalement, encore une fois, ce ne sont que des chiffres, mais il y a quand même un constat assez clair. Pour ceux qui réussissent à mettre de l'agile dans leur boîte, le 3/4 disent que la moitié de leurs projets, au moins la moitié de leurs projets sont soldés par des succès. 77% affirment que l'agilité a amélioré la visibilité. Pardon. 84% affirment que l'agilité a amélioré leur capacité à gérer le changement de priorité. Et puis finalement, je vous invite à aller voir le 7e annuel State of Agile Development Service, c'est Version 1 qui le fait. Vous pouvez aller voir, vous avez beaucoup plus de stats que ça. Et voilà, donc 79% affirment que l'agilité a permis un meilleur alignement entre les objectifs métiers et l'IT. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt à aller sur les frameworks agiles ou Scrum. Mais finalement, toutes ces méthodes, elles ont plusieurs choses en commun. Mais elles ont quelque chose de fondamental en commun, c'est le prototypage, l'essai, l'erreur. On en parlait tout à l'heure. Donc, Pablo en parlait. Le fameux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fail fast. On essaye des choses, on voit ce que ça donne. Si ça ne marche pas, ben on reprend. Et on essaye de chercher du feedback. On va aller chercher le plus de feedback possible. Si vous faites du Scrum, vous devriez être normalement habitué à faire des démos. Malheureusement, on voit beaucoup de démos où il n'y a que l'équipe technique qui est là, le proxy PO, terme que je déteste parce que ça, ça n'existe pas. Et ça ne devrait pas exister, c'est juste qu'on a pris l'AMOA, on lui a mis un chapeau, on lui a dit tu les PO. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc, aller chercher le feedback quand on est agile, c'est fondamental. Que ce soit vis-à-vis des clients, si on travaille dans un groupe, on est dans une transformation d'une organisation ou d'une équipe, en tant que coach, moi j'essaie toujours de chercher le feedback. Je fais des rôtis presque à chaque réunion, j'en ferai pas aujourd'hui avec vous, mais j'en fais presque à chaque réunion, je fais des rôtis, donc on me dit quel est l'intérêt de la réunion. Parfois j'ai des 2, parfois j'ai des 5, parfois j'ai des 4, peu importe, mais c'est important parce que ça me permet après de dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas été, dans un objectif d'amélioration continue, aller chercher le feedback. Partout il faut le chercher, ce feedback-là. Et ça va revenir encore une fois dans le Lean Startup. Alors, autre question, y a-t-il des entrepreneurs dans la salle? Ah oui, ça je le savais. Mis à part les coachs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir une boîte, qui a essayé de faire quelque chose un jour ou l'autre? Personne? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une idée à un moment donné, ou un copain à lui a une idée, il a dit allez on va essayer de faire un site web, donc quelque chose? Ok. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais ça sera suivi d'une bonne nouvelle. Les statistiques aujourd'hui disent que 75% à peu près, 75% des startups ferment boutique dans les 5 premières années. Au bout de 5 ans, il y a des grandes chances que votre entreprise ferme. C'est les statistiques.
9 produits ou idées sur 10 ne réussissent pas. J'avais entendu à un moment donné, j'étais à un séminaire, il y avait un chercheur, j'ai oublié son nom, qui travaillait au CNRS et il parlait d'innovation et de la France, etc. Il avait donné les chiffres des brevets. Il y a un nombre de brevets qui est déposé chaque année qui est juste phénoménal. Et sur tous ces brevets-là, il y avait à peu près 0,1%, peut-être même moins, j'ai oublié le chiffre exact, qui aboutissait à quelque chose de sérieux. Donc voilà, les idées, c'est pas facile. À faire réussir, c'est pas facile. Et la question qu'on doit se poser finalement, ces échecs-là, c'est quoi? Est-ce que c'est juste du hasard? Est-ce que finalement, quand on fait une entreprise, on ne sait pas, on verra. Pourquoi on a un tel taux d'échec? C'est là la question. Est-ce que finalement c'est le marché qui va décider si on réussit ou on ne réussit pas? Ou est-ce qu'on a encore une fois, un peu comme pour les projets, on l'a vu tout à l'heure, il y avait des taux de succès de projet ou des taux d'échec élevés plutôt. Peut-être que c'est un problème de culture aussi. La question, en tout cas, elle est soulevée. Et le problème, en fait, le problème qu'on a quand on fait une start-up où on a une idée, on essaye de concrétiser son idée, c'est qu'on fait face à une extrême incertitude. C'est le gros problème qu'on a quand on essaye de mettre en place son idée, on essaye de construire quelque chose. Alors, par exemple, je vais en parler tout à l'heure, voilà, je vais y aller. Moi, dès que j'ai déjà travaillé sur un projet, encore une fois, en Tunisie, avec l'API, pour mettre en place un business plan en ligne. Le business plan, ça a pris du temps à faire, etc., parce que ça prenait des experts, etc. Enfin, les experts, c'était des comptables. Et tout le business plan était orienté chiffres, prévisions, etc. C'était ça, le business plan. La partie business model c'était une petite partie où on parlait du business model. Alors que aujourd'hui, de plus en plus, les concepteurs, du moins ceux qui font des startups et qui réussissent, disent que ce qui compte, ce n'est pas le business plan. Le business plan nous permet d'avoir de l'argent finalement. Donc c'est important, mais pour réussir, c'est le business model qui compte. Ce n'est pas le business plan. Pour revenir sur ce qu'on disait, donc avoir des objectifs, avoir des indicateurs probants, ça aussi l'agilité, malgré tout ce qu'on pense, moi j'utilise régulièrement les burn down, les burn up en termes de valeur, etc. J'utilise beaucoup d'indicateurs pour savoir finalement où est-ce qu'on est. Et c'est même pas pour moi en fait, c'est pour que l'équipe prenne conscience de où est-ce qu'elle va. Parce qu'on parlait d'auto-organisation tout à l'heure, on parlait de responsabilisation. Si les équipes ne voient pas où est-ce qu'ils vont, qu'ils rentrent dans un mur, comment leur demander d'être conscience de qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà. Donc, il y a un fameux Startup Genome Report, je vous invite encore une fois à juste taper le nom sur Google, vous allez l'avoir. C'est sorti le projet a commencé en 2011, si je ne me trompe pas. Et ce que dit le rapport, c'est très simple, c'est que les entreprises qui utilisent des métriques ont en moyenne un taux de croissance 7 fois plus important. Alors, quelles métriques? Parce que des métriques, il y a toutes sortes de métriques. Il faut faire attention aux métriques. Des métriques qui ne sont pas probantes ne servent pas à grand-chose. Ok? On parle de métriques vraiment probantes. Et quand on parle de métriques, c'est le feedback, entre autres. Pour moi, c'est une sorte de métrique, le feedback. Et c'est là que vient monsieur Eric Ries. Eric Ries, lui, il a conçu plusieurs startups. Il a eu de gros échecs dans sa vie. Et heureusement pour les Américains, eux, quand ils ont des échecs, c'est signe d'expérience. Jusqu'à tout dernièrement, en France, celui qui avait un échec dans une entreprise était fiché à la Banque de France. Jusqu'à il y a quelques années, je pense. D'après ce que j'ai entendu dire, ça a été enlevé. Je ne sais pas. Et voilà. Aux États-Unis, la culture fait que quand on échoue, c'est preuve d'expérience, c'est preuve qu'on a appris quelque chose. Est-ce que ici en Tunisie c'est le cas ou non? Je ne sais pas. Enfin, ce serait un gros débat. Voilà, donc il a eu plusieurs échecs dans sa vie. Il a fait des startups qui ont mal marché. Et puis après il s'est dit, ok, finalement il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Après, ce qui fait que certains réussissent, certains réussissent pas. Peut-être qu'il y a moyen de sortir quelque chose dans toutes ces expériences qui va faire que finalement on va essayer de réussir plus la concrétisation d'une idée, d'une start-up. Et c'est de là qu'il a sorti son premier bouquin qui s'appelle The Lean Startup. Alors, il n'est pas le seul, il y en a plein qui sortent des bouquins sur, justement, je ne sais pas si vous connaissez, le CostDev,
le customer development, tous les sujets parlent autour du business model, et non pas autour du business plan, parce que c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que nous dit le Lean Startup finalement? Le Lean Startup nous dit, c'est une démarche empirique, on est dans un contexte d'extrême incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver. La seule chose qui marche quand on ne sait pas ce qui va arriver, ce qu'on a devant nous, c'est finalement l'empirique. Un peu comme les méthodes agiles d'ailleurs. Le Scrum, c'est une démarche empirique. C'est une démarche pragmatique, donc vraiment basée sur le réel. Et finalement, c'est une démarche structurée. Dans le sens où, ce que cherchait à faire Eric Rice, c'est de donner des outils qui nous permettent de refaire la même chose et que ça ait à peu près les mêmes résultats. C'était son objectif. Et je pense qu'il réussit quand même pas mal parce que, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui, quand ils essaient de développer des idées ou des startups, etc., le font en mode Lean Startup. Et le Lean Startup n'est pas fait que pour développer une nouvelle entreprise. Vous êtes dans une organisation qui a 10 000 employés et vous voulez faire un projet destiné à des clients, que ce soit en interne ou en externe, vous pouvez très bien appliquer du Lean Startup. Les idées derrière s'appliquent, que ce soit au grand public, que ce soit pour une start-up, que ce soit pour une grande organisation qui essaie de développer un produit, etc. Et quand je vous disais tout à l'heure que je voyais des équipes marketing qui développaient des produits avec, des sommes faramineuses étaient investies de plusieurs millions d'euros pendant des années pour sortir quelque chose finalement qui échoue. En tout cas, c'est ce que j'ai vu personnellement et je le vois encore trop souvent. La question qu'on se pose donc, c'est comment mieux réussir son idée, son produit, sa start-up. Et Eric Rice s'est posé très tôt la question. Finalement, moi, avant, je prenais parfois 2-3 ans pour développer ma start-up et offrir le produit à une clientèle. Pour m'apercevoir finalement que c'était un gros échec. Entre-temps, j'ai dépensé des millions de dollars et ça échoue. Finalement, personne ne veut de mon idée. Je pensais que c'était une bonne idée, mais finalement, personne n'en veut. Il se dit, ok, quel est le problème derrière ça? Et je ne sais pas qui de vous a travaillé avec des équipes marketing, mais moi j'en ai encore une fois trop vu souvent qui étaient derrière leur bureau, en train de regarder des statistiques, en train de regarder qu'est-ce que fait la concurrence, et qui sortent de ça un rapport pour dire, voilà, mon produit va faire ça à peu près. Ils ont l'impression qu'ils savent qu'est-ce que veut le client, mais souvent, trop souvent, ils se trompent. Au lieu de faire ça, ça aurait été bien qu'ils aillent voir le client, qu'ils prennent un panel, qu'ils font des analyses de cohorte, qu'on appelle. Voilà, il y a toutes sortes de techniques à faire pour s'assurer que finalement, leur vision est bonne, de se dire, ok, je vais aller voir mes clients, mais est-ce que finalement, si mes clients me disent je veux ça, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Et donc, c'est toutes ces problématiques qu'il faut étudier. Le Lean Startup dit, pour être sûr de pallier à tout ça, ce qu'il faut faire, c'est apprendre. Apprendre du client, apprendre du marché, apprendre du produit. Finalement, ça revient à dire apprendre à être entrepreneur. Comment être entrepreneur? Comment faire tout ça? Apprendre plus vite. Alors, il y a 4 étapes dans le Lean Startup. Les hypothèses, le MVP, valider ces hypothèses, et puis après décider. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle le pivot. Les types d'hypothèses qu'on peut poser. Y a-t-il un réel besoin? Moi j'ai une idée. Je pense que le client je pense qu'il y a une clientèle, qu'il y a des gens qui veulent ce besoin-là. Est-ce que, ça c'est une hypothèse. Moi je suis assis dans mon coin, j'ai fait des recherches, etc. Je pense qu'il y aurait des gens qui ont besoin de mon idée. Donc, y a-t-il un besoin? Y a-t-il un business? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour? Parce que quand ils disent, on analyse et on trouve qu'il y a un besoin. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour? Une petite anecdote là-dessus, c'est que Coca-Cola, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, au Canada, sur toutes les bouteilles de Coca-Cola, on a écrit Coca-Cola classique. Et au fait, c'est que Coca-Cola, à un moment donné, elle s'est dit, elle a fait une nouvelle formule pour son Coca-Cola. Et elle est allée faire des études marketing, donc ils sont allés faire tester la nouvelle boisson à des gens, et les gens goûtaient, ils étaient là, oui c'est bon, c'est délicieux, oui c'est bon, c'est délicieux. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont oublié de poser 2 questions. Est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber votre Coca-Cola pour celui-là? Et est-ce que vous êtes prêts à payer pour ce Coca-Cola? Finalement, Coca-Cola donc, a fait le nouveau Coca, parce que les études marketing montraient que finalement le client aimait beaucoup cette boisson, et c'était un gros échec.
Et ils ont fait un gros marche arrière. Et maintenant, sur toutes les bouteilles de Coca-Cola aux États-Unis et au Canada, on trouve écrit Coca-Cola classique. Pour dire que voilà, ils ont fait le marche arrière, que c'est l'ancien Coca-Cola. Voilà, donc est-ce que les gens sont prêts à payer pour? Qui est mon client? Quel canal utiliser finalement? Via quel canal je vais pouvoir vendre mon produit, mon service ou mon idée, par où je dois passer pour que mon idée marche? Donc, tester les hypothèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Il faut tester les hypothèses qualitativement, c'est la première étape qu'on fait généralement. Ça peut passer par des questionnaires, ça peut passer par des analyses de cohortes, etc. Il y a toutes sortes de façons de tester qualitativement donc, nos hypothèses. Une fois qu'on a validé nos hypothèses qualitativement, on va les valider quantitativement. Le quantitativement, un exemple. Dropbox, tout le monde connaît Dropbox? Encore une fois, hein, c'est un produit, c'est des gars qui ont commencé ça dans leur garage, ils avaient presque pas de moyens quand ils ont commencé Dropbox. Aujourd'hui, Dropbox est le leader en termes de solutions de backup. C'est Y Combinator. Pardon? Ça a été backé par Y Combinator. À racheter? Non, non. J'ai pas compris. Ça a été quoi alors? Ils ont passé par Y Combinator. Ah, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils sont leaders sur le marché et, encore une fois, les équipes avec qui je travaille en France, entre autres, essayent de faire des solutions pour aller détrôner Dropbox. Bon courage, c'est pas évident. Dropbox, le concept était juste un concept. Ils avaient à peu près 5000 utilisateurs. Ils avaient réussi à avoir 5000 utilisateurs qui se disaient bêta, donc qui étaient prêts à essayer la solution. Ils se sont dit, on doit aller chercher beaucoup plus que ça. On doit valider, est-ce que les gens ont vraiment besoin d'un Dropbox? Ils ont fait une petite vidéo de 5 minutes. Vous pouvez, d'ailleurs, elle est encore, c'est devenu un cas d'école. Une petite vidéo de 5 minutes, ils ont mis ça sur Internet. Le lendemain, ils avaient 75 000 utilisateurs qui étaient prêts à être bêta-testeurs. Ils ont validé leur hypothèse. Le besoin était clair. Il y avait un besoin, les gens étaient prêts à devenir bêta-testeurs. Il y a plein de sites aujourd'hui qui laissent un peu partout. Je ne sais pas si vous connaissez My Major Company, dans ce genre. Il y a d'autres sites qui sont pour des produits. C'est des gens qui ont un concept, ils développent une petite maquette de leur concept très rapidement, et ils mettent ça sur un site pour aller, parce qu'ils ont besoin de financement. Au lieu de passer par les banques, ils passent par exemple. Ils passent par des sites où les gens ils vont voir les produits. Si le produit m'intéresse moi, en tant que Raouf Aboubi, je vais aller mettre 100 €, 200 €, 300 €. Ils réussissent vraiment à avoir des financements de plusieurs millions d'euros comme ça. Mais au moins, ils ont validé une hypothèse. C'est que si personne ne veut, personne ne va donner de l'argent. Si le produit intéresse les gens, ils vont investir dans le produit. Parce que quand ils investissent dans le produit, il y a différentes catégories. En tout cas, il y a la catégorie où ils reçoivent carrément leur première version du produit. C'est les premiers clients, finalement. Autre exemple, alors, pour valider les hypothèses quantitativement, c'est Barack Obama, bon, bien sûr, c'est des Américains, encore une fois, qui utilisent des techniques. Du A/B test, c'est des techniques marketing pures pour aller chercher, voir quantitativement quel est l'effet de chaque image. Et ils se sont aperçus que l'image du bas, c'est juste une retransposition, etc., des personnes, et voir avec sa femme, etc., faisait un taux de conversion, amenait un taux de conversion de plus de 19%. Voilà, ils avaient besoin de valider quelque chose quantitativement, ils l'ont fait. Et ils ont été capables d'aller chercher des informations. Donc, une fois qu'on a validé donc, nos hypothèses, on passe par le MVP. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. C'est le produit minimum viable, en français. C'est quoi le produit minimum viable? Ça nous permet de dépenser moins, d'investir moins au début, d'avoir un TTM, donc un Time to Market, plus rapide. Au lieu d'avoir un Time to Market ici, on l'a ici. Ça veut dire le temps qu'on met en production la solution. Et finalement, si ça marche, si finalement notre idée ou notre projet ou notre produit intéresse les gens, on va avoir un ROI qui sera plus rapide. Donc, l'objectif du MVP, c'est ça. L'MVP, ceci dit, est généralement un produit, il ne faut pas chercher à ce que le produit soit parfait. Je pense souvent à... Là, du coup, c'est quand même une bonne machine, mais je pense que c'était le iPad qui n'avait pas de Wi-Fi au début, le iPad de Apple, ou c'était le iPhone, je ne me rappelle plus. Il y en avait un des deux, la première version qui est sortie n'avait pas de Wi-Fi. Et ils l'ont sorti quand même.
Et puis hop, Apple s'est dit, on va améliorer petit à petit. Un autre, donc il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de parfait. Quand on sort un MVP, on le sort vraiment avec des bugs. Ce qu'on veut aller chercher, c'est justement le feedback. Si on sort quelque chose avec des bugs sans récupérer le feedback des gens, là du coup c'est pas bon. Un autre exemple, Zappos. Qui a entendu parler de Zappos? Zappos, qui est une entreprise très agile, en tout cas j'en suis persuadé, a été créé en 99. Le gars qui a créé Zappos, il s'est dit, ok, moi je fais une hypothèse, c'est que les gens sont prêts à payer en ligne pour acheter des souliers. C'est le pari qu'il a fait. Il s'est dit, au lieu d'aller commencer à faire un entrepôt pour stocker les souliers, etc., je vais aller voir des petits magasins, je vais leur demander, je vais prendre des photos, etc., je vais mettre ça sur Internet et on verra. Je vais valider tout simplement comme ça mon hypothèse de départ. Il a fait donc son petit site, etc., et ça a fini par fonctionner. Les gens voulaient les souliers. Et voilà. Donc Zappos a grandi, pour finir par se vendre à Amazon à 1,2 milliard d'euros. Ça a commencé par un simple MVP, une validation d'hypothèse. C'est des chiffres qui, moi, me donnent presque des frissons quand je pense à comment il a commencé. D'ailleurs, vous pouvez lire, il y a un livre, c'est devenu encore une fois un cas d'école, il y a un livre qui s'appelle L'entreprise du bonheur, qui parle de Zappos, justement. Enfin, c'est l'histoire un peu de Zappos, du grand patron de Zappos aujourd'hui. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Alors attention au MVP, il y a un risque. Je l'ai vu dernièrement, j'étais en réunion pour discuter d'une application mobile pour Roland Garros, enfin pour des clients, c'était du B2B, du B2B2C, quel que soit, ils voulaient une application. Et l'une des personnes dans la réunion a dit, attention, c'est quand même Roland Garros, hein, donc le produit, il faut qu'il soit top, autant prendre 1 an ou 2 pour faire quelque chose vraiment de top. Il aurait dit, si au bout d'1 an ou 2, on s'aperçoit que finalement c'est pas bon. Si on s'aperçoit que c'est pas ça que voulaient les gens, on aura dépensé encore 1 an ou 2, plus toutes les personnes qui auront développé, etc., pour finir par aboutir à un produit qui n'était pas voulu. Donc il faut faire attention, parce que l'exemple que donnait la personne qui s'est dit, bon, ben, pour l'application de Roland Garros, on va prendre le temps qu'il faut, il a donné l'exemple de Viadeo. Viadeo a sorti une appli, au début, il y a un certain temps, une première version qui était nulle. Et beaucoup de gens se sont dit, ah, c'est nul, je le désinstalle. Ils n'ont pas pris le temps de le réinstaller, parce qu'il y a une deuxième version de Viadeo qui est venue, et qui est aujourd'hui quand même beaucoup plus attrayante. Donc voilà, il faut faire attention que les gens comprennent que finalement on est dans une logique d'amélioration continue, parce qu'ils risquent de ne pas revenir s'ils voient dès le premier coup que c'est pas bon. C'est le risque qu'il y a avec le MVP. Mais ça se gère. Et finalement, la question, une fois qu'on s'aperçoit, on a eu les données, on a sorti notre MVP, on a eu donc des données, on a fait notre boucle, hein, on y va, on améliore, etc. Et puis si on s'aperçoit que ça ne marche pas, que les clients, ça ne les intéresse pas, et bien à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut persévérer ou changer de stratégie, voire changer de produit carrément. C'est ce qu'on appelle le pivot. En haut. Pour faire tout ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils, que ce soit du côté du code, que ce soit du côté de la mesure, c'est des techniques très marketing, ou que ce soit du côté de comment apprendre. Donc voilà, il y a toutes sortes de techniques, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Sachez que ça existe, ça encore une fois sur internet vous pouvez l'avoir très facilement, et si après vous posez des questions, qu'est-ce que, je sais pas moi, une analyse par cohorte, vous tapez sur Google, vous allez la voir, vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Avant de finir, je vais parler juste d'une chose, c'est relativement nouveau. Il y a le manifeste, enfin, ça fait 1 an ou 2 que c'est sorti, mais il travaille encore dessus, la version n'est pas stable. Il y a un manifeste du marketing agile qui est sorti, moi ça m'a fait plaisir parce que finalement ça implique un peu plus les gens du marketing qui résistent beaucoup. Je ne vais pas vous lire tout, voilà, juste pour dire que c'est un peu du copier-coller du manifeste agile de 2001. Mais on voit que les mêmes valeurs reviennent à peu près, donc validation des apprentissages, collaboration avec le client, adaptation et itération, découverte du client, plan flexible, ouverture au changement, et petites expérimentations, donc faire du prototypage et essayer d'aller chercher le feedback. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça existe. Et sur ce, oui. On n'a pas brisé la confidentialité, non, Pour les gens du marketing. briser, qu'est-ce que tu veux dire par briser La confidentialité. Parce que, bon, les gens du marketing ils parlent toujours de confidentialité.
Ils ne veulent pas parler de leur plan et ni de leurs produits, parce que c'est confidentiel. C'est la question que, en fait, voilà, toujours à chaque fois on revient sur la question de la confidentialité, du secret, etc. Après, ça dépend si on est sur d'innovation, s'il y a des aspects innovants, mais il y a des moyens de faire des petites analyses, etc. avec le client final, sans pour autant que tout soit... Mais c'est une question qui revient souvent. Est-ce que la transparence, enfin, le niveau de transparence, est-ce qu'on ne risque pas finalement de donner des billes à nos concurrents, etc. Ce que s'aperçoivent les gens, c'est que finalement, tu as beaucoup plus intérêt à ouvrir et à travailler, collaborer avec tes clients, que de finalement tout fermer, puis t'apercevoir au bout d'un an ou deux que c'est un gros échec. Après, il y a des visionnaires de type Apple qui, eux, ont confiance et ils ont des hyper fermés, mais qui réussissent quand même à changer le monde. Je ne sais pas s'il a changé le monde, mais en tout cas, il a réussi à imposer sa vision. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Merci, monsieur Abou, de votre présentation. Maintenant, j'invite, non, c'est pas grave. Maintenant, j'invite monsieur Mohamed Bouliha, programme manager chez Tunisienne, qui va pour nous parler de Startup Factory. Donc, monsieur Mohamed s'installe pour nous faire il y a 2 ou 3 questions. Pour savoir, à quel stade je peux dire que j'ai un MVP? Ça se définit, ça se travaille. Le MVP se travaille avec le client, ça se travaille en équipe. On a déjà fait des exercices de MVP, ça veut dire que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire un exercice ou un atelier de vision. Quand on parle de vision, c'est d'identifier qui est le client déjà, quels sont ses besoins, etc. Donc on fait une cartographie générale, et puis une fois qu'on a fait cette cartographie, on va essayer de travailler avec le client et de valider finalement sur tout ce qu'on a prévu, quelles sont les choses vraiment essentielles, au cœur de son besoin. Généralement, ces choses essentielles-là, c'est ça le MVP. On va avoir des fonctionnalités qui sont plutôt optionnelles, plutôt confort, etc. Après, il y a toutes sortes de techniques pour aller chercher, pour aller voir ça. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle Kano. Qui connaît le modèle Kano? À part les coachs, les modèles que vous connaissez. Il y a le modèle Kano qui permet aussi de situer toutes les fonctionnalités qu'on veut faire, où est-ce qu'elles se situent sur une grille, etc. Il y a plusieurs techniques pour aller chercher notre MVP. Okay. Bonjour, je commence par vous remercier pour la présentation. Merci. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est quoi exactement la différence entre business plan et business model? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut parler de l'agilité avec un client? Impliquer le client à toutes les étapes d'un projet ou d'un produit et appliquer la méthode agile, pas au sein de l'équipe, mais avec le client. Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question, c'est la plus simple pour moi. Pour moi, celui qui ne travaille pas avec le client, celui qui n'implique pas le client n'est pas agile. Okay, donc, pour moi, c'est au cœur justement de la réussite du projet, c'est de réussir à remettre le client au cœur du projet. Okay, et parfois, c'est pas facile parce que les clients, culturellement aussi, ne sont pas prêts. Ils disent moi je paye. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la petite image de Scrum avec l'histoire de la poule et du cochon. Un restaurant, etc. Il dit la différence entre l'engagement et l'implication. Enfin, les clients, généralement, ils vont plutôt s'impliquer. Ils vont dire, moi, je paye de tes façons. Donc, et ce qu'on cherche, c'est justement l'engagement du client qui rentre avec nous, qui rentre dans l'équipe. Le PO, normalement, c'est supposé être un décisionnaire chez le client. Normalement, alors c'est peut-être pas le client final, mais c'est lui qui a le pouvoir de décision sur l'outil. Et c'est juste fondamental. La différence entre business model et business plan, le business plan, je vous disais tout à l'heure, c'est un plan très orienté. Normalement, le business plan doit inclure le business model. Normalement. Malheureusement, on ne donne pas assez d'importance au business model. On axe notre business plan sur les chiffres, les prévisions. Dans un an, j'aurai 10 employés, dans 2 ans, j'en aurai 20, et dans un an, j'aurai 200 clients, dans 3 ans, voilà. Ok, d'accord. Mais finalement, c'est quoi ta création de valeur? Qu'est-ce que tu crées exactement? Elle est où ta valeur? Quelles sont tes hypothèses de départ? Donc le business model va aller parler plutôt de la philosophie de ce qu'on va créer, plutôt que de dire voilà les chiffres, etc. C'est pas ça. Okay.
des modèles et Canva en fait pour le business model. business Bah, model. le Lean Startup, c'est un des canevas du business model. Hein. Il pousse vers ça. Et il y en a d'autres qui parlent de business model. Il y a le cost dev. Je vous ai parlé de cost dev. Customer development. C'est vraiment, on met l'accent plutôt sur le client, sur qu'est-ce qu'il veut, quel est le besoin réel, etc. On met plus l'accent là-dessus que sur des chiffres et des prédictions qui finalement sont souvent